Monsieur le modérateur, merci. Chers collègues, merci beaucoup. Donc voilà, on va effectivement essayer d'expliquer pourquoi, en fait, on ne se pose pas trop de questions et on traite nos patients par des corticoïdes. Alors, bon, d'abord, il faut qu'on soit d'accord sur un certain nombre de choses. Les patients avec une infection pulmonaire grave ont pour caractéristique d'avoir une réponse inflammatoire systémique exacerbée. Les corticoïdes, et ça on le sait depuis la fin des années 40, sont impliqués de façon extrêmement importante dans la réponse à l'inflammation et ont une capacité à moduler la réponse immunitaire à la fois par des mécanismes génomiques et par des mécanismes non génomiques. Et enfin, on sait que la réponse inflammatoire, la réaction inflammatoire, qui s'accompagne de la libération dans les tissus et dans le sang de toute une série de molécules, est en mesure de contrecarrer la réponse physiologique à l'inflammation. On sait très bien que si on nous retire le cortex surrénalien, eh bien, on ne survivra pas à un rhume, alors qu'on peut nous retirer la médullo-surrénale. Autrement dit, on peut ne plus produire de catécholamine et survivre au stress. Alors, il peut être nécessaire de rappeler qu'effectivement, au cours de l'infection pulmonaire, il y a bien un problème inflammatoire aigu et on traite bien un problème inflammatoire aigu. Il est à la fois pulmonaire, et ça se traduit cliniquement par des sécrétions purulentes, par des images visibles sur la radiographie du thorax, et il y a des phénomènes systémiques avec de la fièvre, parfois même des frissons, une augmentation des biomarqueurs de l'inflammation et des leucocytes, et donc ça je crois que c'est totalement indiscutable. On sait que cette réponse inflammatoire systémique, eh bien, elle est associée à la gravité des patients. Et donc, vous voyez ici, de façon empirique, cette représentation graphique qui montre à la phase aiguë que la réponse inflammatoire associée à une infection pulmonaire est l'un des éléments qui va déterminer l'admission en réanimation, d'une part, et la mortalité à court terme, de l'ordre de 4 à 6% pour les patients moins graves hors réanimation, et 20 à 30% pour les patients admis en réanimation. La réponse inflammatoire systémique elle-même, donc, elle s'accompagne par elle-même d'une augmentation de la mortalité à court terme et, tout aussi important, d'une augmentation de la mortalité et de la morbidité sur le long terme. Vous savez qu'aujourd'hui, nous, réanimateurs, devons nous préoccuper de ce que deviennent nos patients au-delà de nos murs. Et donc, cette réponse inflammatoire, j'insiste là-dessus parce que c'est le rationnel principal pour l'utilisation des corticoïdes, est très clairement médiée par les cytokines principalement, et elle est très fortement corrélée à la présentation clinique du patient, donc à la sévérité clinique, aux complications de la pneumonie, en particulier cardiovasculaires, respiratoires et rénales. Et aujourd'hui, on peut affirmer, sans trop se tromper, y compris dans une situation caricaturale, qu'un débat est une controverse, que la mortalité à court terme comme à long terme n'est pas liée aux comorbidités, mais bien liée à la sévérité de la réponse inflammatoire. Et donc ça, les travaux sont nombreux pour montrer des corrélations entre ces médiateurs de l'inflammation et le pronostic fonctionnel et vital, non seulement sur le court terme, mais aussi sur le long terme, avec cette démonstration ces dernières années qu'alors que les symptômes cliniques aigus ont régressé, eh bien on sait que les patients conservent une inflammation occulte caractérisée par des taux élevés tissulaires et circulants de médiateurs pro-inflammatoires. Et ça, encore une fois, quelles que soient les cohortes, les observations sont les mêmes. Sur le moyen terme et ici par exemple jusqu'à J90 où l'on voit cette très nette relation entre la persistance de taux élevés d'IL6 et la mortalité. Donc même information, donc on peut aller plus vite pour gagner du temps, et c'est important de le garder à l'esprit, c'est que encore une fois, cette réponse inflammatoire, elle est non seulement intense, brutale, sévère au début, mais elle va rester et persister de façon sournoise.
Et c'est ça qui va être responsable de la mortalité précoce et de la morbimortalité sur le long terme. J'insiste parce que c'est effectivement très important. Quelles que soient les cohortes que vous pouvez retrouver dans la littérature et quelle que soit leur taille, les résultats sont tout à fait consistants et finalement les biais sont assez limités. Et donc ce qui est caractéristique aussi, c'est que cette évolution, ce mauvais pronostic sur le long terme est également indépendant de la sévérité initiale et donc cela montre bien que la perversité de cette persistance de l'inflammation de façon sournoise au long cours. Et en particulier, elle va être associée à des événements cardiovasculaires qui vont survenir dans les semaines, les mois qui vont suivre la guérison supposée initiale de la pneumonie, et avec en particulier donc des événements cardiovasculaires et des surinfections. Et ça a été retrouvé non seulement par les gens de Pittsburgh, mais aussi par le réseau des hôpitaux vétérans aux États-Unis. Donc l'enjeu est important. Alors je crois que si après ça, Jean Damien, t'es pas convaincu encore que la pneumopathie grave, c'est d'abord un problème inflammatoire, aigu et persistant, alors franchement, il faut qu'on aille boire un coup ensemble tout à l'heure, parce qu'il faudra qu'on prolonge la discussion là-dessus. Si on est d'accord avec ça, je suis désolé, mais dans l'organisme, les processus naturels de régulation et de contrôle de l'inflammation sont bien établis. Partout, dans toutes nos cellules, on a deux systèmes. Un système activateur, principalement fondé sur un FKB, un système inhibiteur, principalement fondé sur le récepteur aux glucocorticoïdes. Et c'est l'équilibre entre ces deux systèmes qui permet l'homéostasie. Alors, les corticoïdes interviennent sur ce système et dans cet équilibre de plusieurs façons. D'abord, de façon très rapide, en quelques secondes, quelques minutes, par des phénomènes non génomiques, principalement liés à des interactions membranaires et qui interviennent donc dans la réponse tout à fait initiale au processus agressif. Dans les heures qui suivent, démarrent les premiers effets dits génomiques des glucocorticoïdes qui sont liés à une interaction dans le cytosol entre le complexe glucocorticoïde et son récepteur et les facteurs d'activation nucléaire, que ce soit l'FKB, AP1 ou d'autres, qui se retrouvent du coup séquestrés dans le cytosol, ne peuvent plus aller dans le nucléus et donc ne peuvent plus déclencher la lecture des gènes qui vont produire les molécules de l'inflammation. C'est ce qu'on appelle les effets transrépressifs ou génomiques indirects des corticoïdes. Et très intéressant, on sait que dans les jours qui suivent l'exposition au traitement par les corticoïdes ont un rôle essentiel dans la terminaison de l'inflammation. Ils interviennent par les phénomènes dits de transactivatifs qui sont liés à la migration du complexe glucocorticoïde et son récepteur dans le nucléus. Eh bien, ça va permettre la transcription de gènes qui sont impliqués pour des molécules qui sont impliquées dans la finalisation ou la terminaison de l'inflammation. Les corticoïdes ils vont jouer un rôle majeur là, un peu un rôle initialement pour atténuer la réponse inflammatoire, mais surtout un rôle majeur là pour arrêter l'inflammation et empêcher ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, la morbimortalité sur le long cours. Alors si on regarde les données cliniques, alors on est dans une ère où on ne peut plus parler d'études non randomisées, sinon on se fait brûler sur la place publique. Pourtant, il y a tellement de situations cliniques où il est compliqué de ne pas randomiser, et puis il y a tellement de situations où c'est tellement évident que bon sang, pourquoi aller attendre des années et des années les résultats d'un essai randomisé. Si on prend le domaine de la pédiatrie, cette très belle étude sur un très grand nombre de patients pédiatriques montre incontestablement que lorsque les patients pédiatriques sont hospitalisés pour des infections pulmonaires, la corticothérapie allège leurs symptômes, réduit la durée d'hospitalisation. Je vous rappelle que pour l'OMS, chez l'enfant, la durée de soins, la durée d'hospitalisation est l'un des outcomes les plus importants à côté de la mortalité. Donc ce n'est pas un critère de jugement bénin, et cette réduction de l'hospitalisation, elle est bien évidemment le fait de la corticothérapie, quel que soit l'âge de l'enfant et quels que soient les traitements associés, en particulier les traitements bêta-2 agonistes. Et non seulement il y a un effet
quantitatif sur la durée d'hospitalisation et la diminution des soins apportés aux enfants, mais aussi un effet sur la réduction des coûts. Et aujourd'hui, je crois qu'on est tous conscients qu'il est important que nous soyons conscients et acteurs du contrôle des contraintes économiques qui se posent à nous. Alors après, on ne va pas abandonner les essais randomisés. Donc si on les analyse de façon un peu systématique, finalement on s'aperçoit que dans le champ des pnéumopathies communautaires, on peut les regrouper en fonction de la sévérité initiale des patients. Donc voilà, j'ai fait cet exercice pour vous. Et donc vous avez là les essais randomisés qui, d'une façon ou d'une autre, évaluent des corticoïdes chez des patients qui présentent des formes plus ou moins graves de pneumonie communautaire. Alors si on regarde un certain nombre de critères de jugement, moi je me réjouis que Jean-Louis arrive dans la salle parce que un jour il faudra qu'on en finisse avec cette attitude dogmatique qui consiste à considérer que le seul critère de jugement valable, c'est la mortalité. C'était vrai il y a 30 ans, 40 ans, même moi je n'ai pas connu cette époque. Aujourd'hui, on n'est plus en réanimation avec des mortalités à 60-70%. Mortalité est beaucoup plus faible et Dieu merci, les progrès ont augmenté. Il y a toute une autre série de critères de jugement qui sont pertinents cliniquement, qui ont une valeur particulière, en particulier pour les patients et pour la société tout entière. Aujourd'hui, par exemple, préserver les antibiotiques, c'est un enjeu de société majeur. Et donc une intervention qui vous permet de réduire l'utilisation des antibiotiques est une intervention qui a une valeur pour la société. Et donc, là, par exemple, les différentes études sont concordantes dans le fait que les patients traités par corticothérapie, du fait de l'amélioration rapide de leurs symptômes cliniques et de la réduction de la durée d'hospitalisation, sont traités moins longtemps par des antibiotiques. Ils sont stabilisés beaucoup plus vite, en moyenne 1,5 jours plus rapidement que les patients qui ne sont pas traités par corticoïdes. Ils sont moins longtemps, ils restent moins longtemps à l'hôpital, encore une fois, pratiquement un jour de moins à l'hôpital. Et quelle que soit la façon dont on analyse les données des études qui sont disponibles dans la littérature, cet effet sur la réduction de la durée d'hospitalisation, il est robuste, il se répète, il se reproduit. Et là encore, c'est un critère de jugement que l'on peut considérer comme pertinent. D'autres critères qui sont assez intéressants pour nous, en particulier réanimateurs, c'est que dans ces études-là, les patients traités par corticoïdes par rapport à ceux du groupe placebo vont faire moins d'aggravation clinique, ils vont développer moins souvent des états de choc. Quand même pas anodin. Il vaut mieux prévenir effectivement la défaillance cardiovasculaire parce qu'on sait que lorsque survient le choc, eh bien on fait un bond dans le risque de mortalité. Là, il y a un effet substantiel de la corticothérapie. Il y a également un effet dans la prévention du recours à la ventilation mécanique. Les patients traités par corticoïdes pour pneumopathie communautaire grave eh bien, ont moins souvent aggravation respiratoire conduisant à la mise en route d'une ventilation mécanique. Et moins souvent, ils développent des SDRA. Et ça, encore une fois, quelle que soit la façon dont on analyse les données disponibles et les résultats des études. Si on s'intéresse à la mortalité, parce qu'il faut quand même en parler, sinon on va se faire accuser de dogmatisme, de je ne sais pas quoi. Bon, ben voilà, moi, on a beau me dire et me répéter, depuis que je parle des corticoïdes, pas que je cherche spécialement à parler des corticoïdes, mais à chaque fois on me demande de parler de ça, donc j'en parle. Donc moi je répète toujours la même chose. Quand je regarde les données, d'un côté, j'entends des gens me dire les corticoïdes, ça tue les malades, ça augmente la mortalité, ça augmente les affections secondaires, etc. Donc ça, il y en a plein qui me disent ça dans mon oreille gauche. Alors moi, je regarde avec mon œil droit les données et je dis, mais je dois avoir des problèmes dans mon accès à la littérature, parce que je n'ai pas les mêmes données qu'eux. Parce que quand je regarde les données, eh bien, je m'aperçois que les données qui existent aujourd'hui, ne montrent alors sûrement pas qu'il y a une augmentation du risque de décès, et bien au contraire, chez les malades les plus graves, ceux qui sont hospitalisés en réanimation, les données dont on dispose aujourd'hui, et si on doit donc fonder nos pratiques sur l'analyse objective des données dont on dispose, suggèrent une amélioration de la mortalité, et encore une fois, quelle que soit la façon dont on analyse les données. Donc ma conclusion, elle est simple. Si l'on en croit les données de la littérature aujourd'hui, eh bien, l'utilisation de corticoïdes à dose faible à modérée est
absolument indiscutables dans la prise en charge des patients. Alors, comme toujours, on a besoin d'asseoir les choses de façon encore plus définitive. Il y a 2 grandes études en cours, celle des vétérans aux États-Unis, pilotée par Umberto Meduri, une étude nationale en France, pilotée par Pierre-François Dequin, et qui, à mon avis, ne feront que confirmer à grande échelle cette affirmation que je vous propose.